Allez, un beau débat. Vous passez la technique, l'imagerie, qui est peut-être un des éléments qui va un jour jouer beaucoup en faveur du robot. Hein. C'est l'imagerie intégrée, la standardisation et le blocage des idées. On verra. Maxime Renaud, donc radiologue, professeur Renaud à Vaujon, à qui j'ai demandé qui prédit le mieux les difficultés de la chirurgie hépatique. Je ne sais pas s'il va répondre tout de suite, mais ce que je sais, c'est pour avoir partagé pendant plusieurs années l'analyse préopératoire en imagerie, en discussion, l'examen complémentaire, les préoccupations du chirurgien, et ça fait partie véritablement de ce qu'il connaît bien. Maxime. Alors, juste une petite chose avant. Vous avez vu qu'il y a une question quand même, c'est qui prédit le mieux. Donc, dans le mieux, il y a un aspect peut-être un petit peu compétitif, qui n'est pas forcément dans la vraie vie, entre le radiologue et le chirurgien. Donc, Maxime va vous présenter sa vision de radiologue. Éric, après Vibert, vous présentera sa vision de chirurgien. Et après, on posera les questions après. Et on espère que, voilà, vous n'allez pas sortir les grandes box, mais enfin, ce sera intéressant que... Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici. D'abord parce que c'est très impressionnant et toujours très agréable de venir. C'est pas la première fois que je viens ici, mais c'est, en tout cas pour un non-chirurgien, c'est très agréable d'être présent parmi vous. Les discussions sont toujours extrêmement intéressantes et stimulantes. Et puis c'est toujours, je suis très honoré que ce soit Jacques Belghiti qui m'ait invité pour les raisons qu'il a dit. C'est quelqu'un qui a compté et qui compte beaucoup dans mon parcours personnel. Alors, je voudrais commencer par un avertissement et par une demande. L'avertissement, c'est que une fois que j'ai passé la phase agréable d'avoir été invité, je me suis rendu compte que la question qui m'était posée était peut-être un peu un piège ou un traquenard. Je me trouve non chirurgien parmi que des chirurgiens et des chirurgiennes, et me voici à devoir défendre une position qui est peut-être un peu artificiellement effectivement en compétition, et je vais essayer de vous présenter ma vision personnelle. Et donc l'avertissement, c'est que je viens d'une certaine institution dans laquelle en fait l'intégration radiologique clinique et l'intégration radiologique chirurgicale est très forte. On a une grande culture de la communication et de la discussion, et donc la vision que je vais vous présenter, c'est pas la vision du radiologue, c'est la vision peut-être de notre service de radiologie, qui est un service de radiologie qui a une valeur clinique probablement un peu plus grande que la moyenne des services de radiologie. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est une demande, c'est qu'avant de me jeter dans la réponse, j'aimerais faire un petit détour au début, un peu historique et philosophique, pour poser le cadre, parce que quand on m'a posé cette question il y a plusieurs mois, depuis lors, ça m'a beaucoup trotté dans la tête, et donc j'ai un certain nombre de réflexions que je voudrais partager avec vous. Alors quand j'ai fait un peu de philosophie, quand j'étais étudiant, je me rappelle que ma professeure de philosophie me disait, à partir du moment où on vous pose une question qui vous semble compliquée, il faut vous poser 2 secondes et réfléchir au terme de la question. Donc effectivement, on me demande qui prédit le mieux les difficultés en chirurgie hépatique. Alors qui, c'est d'abord probablement quelle personne, mais je sens que la réponse qu'on attend de moi est une réponse au singulier. Peut-être qu'en fait elle n'est pas vraiment au singulier, et peut-être qu'on devra mettre un pluriel à cette question. Prédire, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'annoncer par avance ce qui doit arriver, et quand on regarde la définition, je l'ai trouvée assez amusante, elle dit par intuition, ce mot est important, raisonnement, conjecture ou inspiration prétendument surnaturelle. On va voir que les différents termes sont probablement importants ici. Le mieux, c'est effectivement pas forcément bien. Le mieux, ça veut dire mieux que les autres, mais ça ne veut pas forcément dire bien. Et enfin, et c'est là que c'est le plus difficile pour moi, les difficultés en chirurgie. Je ne suis pas chirurgien. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour un non-chirurgien, les difficultés en chirurgie? À mon sens, ça relève de 2 choses très différentes. D'une part, les difficultés purement techniques, de la réalisation d'une intervention chirurgicale, et puis les difficultés en termes d'anticipation des suites et d'anticipation du suivi des patients qu'on va opérer, qui sont 2 choses connectées, mais à mon sens pas tout à fait exactement les mêmes. Ça, c'était la position. Alors maintenant, le petit détour. Qu'est-ce que c'est que l'activité de la médecine, et qu'est-ce que c'est que l'activité de la chirurgie en particulier? Eh bien, il y a un mot que les anciens nous ont légué, les Grecs, les anciens, les Athéniens, c'est le mot de techné. Il est important pour nous parce que vous allez voir qu'il définit la manière avec laquelle on aborde notre pratique. La techné, c'est quoi? C'est une certaine forme de connaissance, mais ce n'est pas une connaissance flottante, ce n'est pas une connaissance pure, c'est une connaissance tournée vers l'action, vers la production de quelque chose pratique
créateur, efficace, c'est un certain savoir-faire, et ça vous parle, je pense, à tous, cette capacité de mettre au service de votre patient un certain savoir-faire, une certaine pratique. Quand on a traduit ça au Moyen-Âge, on a utilisé le mot d'art. Et dedans, on mettait un peu tout, les arts mécaniques, la musique, mais aussi l'ensemble des activités médicales. Et quand on regarde dans les vieux mots grecs, il faut toujours se poser la question de l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors je veux partager avec vous quelques mots. Dans les textes anciens, la techné, l'activité efficace de production du savoir, elle s'oppose à différents termes. Elle s'oppose à la paidia, c'est-à-dire l'apprentissage désintéressé. Ce n'est pas le moment de l'apprentissage, c'est après. Elle s'oppose à ce que les Grecs appellent tuké, c'est le hasard. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une conscience, c'est le fruit de quelqu'un qui fait activement quelque chose volontairement. Ça n'est pas la nature, c'est une intervention sur la nature, et ça n'est pas, comme je vous l'ai dit, une connaissance flottante. Donc on voit bien que, en tout cas je vous propose cette idée, que l'activité du chirurgien, ça va être d'intervenir activement, consciemment, sur la nature pour la transformer, de façon à, en l'occurrence, traiter nos patients. Et les Grecs nous disent aussi, qui est le mieux placé pour parler d'une certaine technique? Qui est celui à qui on doit poser des questions quand il s'agit de parler de cette activité-là? Qui est le mieux placé pour dire qui est le plus grand sculpteur? Ou le plus grand stratège? Ou le plus grand dramaturge? La réponse, elle est claire. Ce sont les sculpteurs, ou les stratèges, ou les dramaturges. Donc, évidemment, a priori, et je pense qu'il n'y a pas tellement de discussion là-dessus, qui est le plus légitime, qui est le mieux placé, qui doit parler de la chirurgie, c'est le chirurgien. Tous les autres discours qui tournent autour sont des discours qui de toute façon seront artificiels, ou qui ne pourront pas toucher au cœur de cette activité. Et je ne dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis assez convaincu que celui qui doit parler de son activité, c'est celui qui le fait. Mais, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est difficile ? Il y a plusieurs façons d'envisager la définition de la difficulté. La première façon, ce serait de dire, demandons à 1000 personnes s'ils sont capables de le faire, et moins il y a de personnes capables de le faire, plus on considère que c'est difficile. Donc on irait vers la droite de la distribution des compétences, et plus rares sont ceux qui savent le faire, plus on considère que c'est difficile. Bon, c'est une définition assez commune. Ça ne veut pas dire que la répartition des compétences, elle est très harmonieuse, elle peut être complètement biaisée dans un sens ou dans un autre, mais de toute façon, ça voudrait dire ça. Mais ça, c'est à vous de le définir. L'autre possibilité, c'est de dire c'est difficile quand les experts ne sont pas d'accord entre eux et qu'ils ne sont pas d'accord sur la manière avec laquelle ça doit se faire et bien. Mais encore une fois, ce n'est pas moi en tant que radiologue qui dois définir ça, c'est vous les chirurgiens. Alors rentrons dans le vif du sujet. J'aimerais citer une première étude, qui est une étude de chirurgiens, dans laquelle mon co-présentateur a trompé activement, qui est une question qui s'est posée la question suivante. Qui, de l'intuition du chirurgien ou de la constitution de scores statistiques, est le plus capable de prédire les difficultés et les suites de la chirurgie? Donc vous voyez qu'il y a, c'est une étude française, multicentrique, qui a inclus près de 1000 interventions et qui a demandé aux chirurgiens, avant l'intervention, d'estimer la difficulté technique de l'acte, de 0 très facile à 10 extrêmement difficile, et qui a regardé ensuite la réalité technique de cette intervention. Et ce qui est assez rassurant pour vous, et je dirais même pour nous, c'est que dans l'histoire, les chirurgiens étaient très bons pour anticiper les difficultés techniques de leur intervention. Ce qui est rassurant. Ça veut dire qu'ils étaient très capables d'anticiper la manière avec laquelle ils allaient se confronter à des difficultés ou pas. Très bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que autant le chirurgien était très bon pour anticiper les difficultés, autant il n'était pas très bon pour anticiper les suites de ces interventions. Et dans cette histoire, on voit qu'à peu près 30 à 40% des cas, le chirurgien était capable d'anticiper la morbidité, la sévérité de cette morbidité, la durée opératoire, mais qu'il avait surtout tendance à la sous-estimer. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a demandé au chirurgien de réévaluer cela à la fin de l'intervention. Il se prononce avant, il fait l'intervention, à la fin de l'intervention, on lui dit « Bon, maintenant que tu as fait l'intervention, est-ce que tu veux réévaluer ce que tu avais anticipé ?» Dans à peu près 40% des cas, le chirurgien réévalue. Et pourtant, ça ne change pas les résultats. Ça n'améliore pas sa capacité à prédire les suites. Et ce que dit le papier, c'est que, en revanche, la constitution de scores biologiques, cliniques, radiologiques combinés, basés sur les données disponibles avant l'intervention chirurgicale, était pas très performant,
mais plus performant que le chirurgien pour prédire les suites opératoires. Et que rajouter l'intuition du chirurgien à ces modèles n'améliorerait pas les performances. Une autre étude que j'ai trouvée intéressante, qui est aussi une étude de chirurgien, qui est aussi une étude multicentrique, c'est aussi ambitieuse, 1700 patients, a essayé d'évaluer est-ce que le fait de sensibiliser un chirurgien aux suites de son intervention modifie les suites de ses interventions. Et donc il y avait deux façons, soit on faisait passivement intervenir les chirurgiens sur l'activité du service, par exemple on les faisait participer à la rédaction de travaux scientifiques qui évaluaient les suites de l'intervention, ou alors on mettait à leur disposition de façon un peu semi-active les suites de leurs interventions. Et j'ai trouvé le papier un peu dur parce qu'il concluait qu'il n'y avait pas de différence. Il concluait que informer les chirurgiens de leur suite n'était pas très utile. En réalité, quand on regarde un peu les résultats, on sent bien qu'il y a une tendance à l'amélioration. On sent bien qu'il y a quand même un effet. On sent bien qu'il y a un effet positif de l'information du chirurgien sur ses propres suites. Et en réalité, de centre à centre, il y avait des effets très différents. Par exemple, je sais qu'à Paul Brousse, l'effet avait été significativement bénéfique de la participation des chirurgiens à leur propre suite. Donc, à ce stade, on peut dire que, bien sûr, le chirurgien, c'est celui qui prédit le mieux les difficultés techniques. Et il semblerait que j'ai répondu à la question. Mais que ses capacités de prédiction des suites sont plus mauvaises, avec, disons, une tendance à la sous-estimation, ce qui est très humain. Il suffit de voir des patients en consultation, c'est logique. Il s'avère que j'en vois aussi. Il est un peu surpassé par la prédiction statistique et que probablement, il pourrait bénéficier de d'un retour sur ces interventions. Mais, quand on a dit cela, qu'est-ce qu'on a dit exactement? Qu'est-ce que ça veut dire de dire que c'est le chirurgien qui prédit les difficultés? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Parce que, voilà, le chirurgien est là, il est beau, il est confiant, il est en consultation avec son patient, mais qu'est-ce que le chirurgien va utiliser pour que le chirurgien prédise les difficultés techniques? C'est pas comme ça dans la vraie vie. On n'est plus au XVIe siècle. Il n'y a pas le patient et son chirurgien, point. Il y a le patient, le chirurgien, l'ensemble des données biologiques, l'ensemble des biopsies et des données histologiques, l'ensemble de l'environnement cardiologique, gastro-entérologique, anesthésiologique et l'imagerie. Et c'est sur l'imagerie que je vais me reposer particulièrement parce que le chirurgien, c'est un animal qui utilise ses yeux, qui a besoin de voir pour croire. C'est un animal qui, comme nous tous, apporte beaucoup de crédit et de confiance à ce que ses yeux, à lui, vont lui permettre d'appréhender. Alors évidemment, l'histoire de la radiologie, c'est l'histoire d'un progrès technique et technologique incessant. C'est une des particularités stimulantes de ma spécialité, c'est que sans cesse, des progrès techniques et technologiques sont présents. Et du coup, la constitution de la psyché du chirurgien, génération après génération, change. Et son appréhension de la réalité change. Et on passe de temps plus anciens, où on avait une confiance relative dans l'imagerie, à de plus en plus de transferts de confiance dans l'imagerie. Parce que bien sûr, on n'en est plus là. On n'en est plus à la toute première radiographie où on voyait le doigt de Madame Röntgen, ou à la toute première image d'IRM abdominale, où il fallait faire un schéma à côté pour montrer ce qu'on était en train de voir, ou aux toutes premières images d'échographie qui nécessitaient des heures de traitement en plongeant le patient dans un bain d'eau pour utiliser la conduction de l'eau. C'est plus ça. Aujourd'hui, l'imagerie, c'est quoi? C'est la capacité de produire des volumes extraordinaires de données avec la capacité de voir à une échelle inframillimétrique, en utilisant quelques secondes d'acquisition, la totalité du volume d'un patient. Et c'est Xavier Bichat qui disait, parce qu'il ouvrait les gens, et il disait ce serait vraiment extraordinaire d'avoir la capacité de voir tout ça sans avoir à le faire sur des cadavres. Mais voilà, aujourd'hui on est dans une ère où tout le monde considère comme normal d'avoir accès directement chez un être vivant aux structures anatomiques les plus fines. Mais c'est de ça que s'empare le chirurgien quand il fait sa prédiction. Il s'empare d'un matériau de grande qualité, en tout cas on essaye, à partir duquel il va réfléchir. Non seulement il a une analyse très fine,
mais en plus il peut regarder le patient de différentes manières. Les différents examens d'imagerie qui sont à sa disposition aujourd'hui lui permettent de voir de multiples façons la même chose. L'IRM qui reste encore un peu notre totem un peu bizarre, vous avez l'impression qu'on est un peu magicien, mais pas du tout. C'est juste qu'on a une capacité de voir la même chose de différents points de vue, d'approcher la composition chimique des tissus, d'approcher la structure de l'environnement cellulaire. Tout ça, c'est des données qu'on fournit aux chirurgiens. Maintenant, on est capable de produire, en quelques minutes, une imagerie corps entier de la totalité du patient. Ça devient routine, ça, en imagerie oncologique. On fait des choses comme ça. Alors, je sais que c'est un peu... je sais que c'est un peu présomptueux de ma part, mais je voulais vous montrer ce que maintenant les constructeurs proposent à partir de données scanographiques et des reconstructions qui sont maintenant disponibles et que l'on voit dans les stands des congrès de radiologie. Ça, c'est un patient qui a une cirrhose avec une veine parambilicale. Et à gauche, c'est des varices d'un patient qui a une hypertension portale. Ça, c'est juste extrait d'une image de scanner. Maintenant, on est capable, avec l'utilisation des nouveaux produits de contraste, d'avoir une approche cellulaire. On peut voir la captation en temps réel par les hépatocytes des produits de contraste qui nous permettent d'évaluer la fonction hépatocytaire. Et demain, on pourra faire des choses comme ça, qui sont pour l'instant encore du domaine de la recherche, qui utilisent les données dynamiques de l'IRM pour reconstituer les flux, pour reconstituer l'hémodynamique portale, pour reconstituer l'hémodynamique des veines hépatiques, avec la création de cartes qui nous permettent d'isoler tous les vaisseaux, les uns après les autres, les artères, les veines portes, les veines caves, etc., et de reconstruire des images de flux qui quantifient, vous voyez, à gauche, le patient qui a une hypertension portale avec un flux hépatofuge. C'est des choses qui sont presque capable, qu'on peut presque maintenant vous donner, qu'on pourra vous donner très très prochainement. Et puis bien sûr, cette imagerie 3D, elle vous permet de construire des modèles, Eric va en parler mieux que moi, des modèles de reconstruction qui vous permettent de visualiser, donc d'anticiper beaucoup mieux les différentes difficultés techniques qui vont être les vôtres. Mais est-ce que c'est le chirurgien qui anticipe les difficultés techniques ou est-ce que c'est le chirurgien et ça? Maintenant, je vous montre des choses qu'on va faire demain, à partir des données scanographiques. Extraire ces données, les traiter et permettre à des machines qu'on appelle des imprimantes 3D de produire chacun des composants de ce patient basés sur son scanner pour que le chirurgien puisse reconstruire le foie de ce patient et anticiper ce qu'il va voir pendant l'intervention. Alors ça va servir d'outil pédagogique extraordinaire parce que maintenant c'est des composés mous, déformables, qui ont une texture proche de l'organe. Mais ça va aussi lui permettre, ça se fait beaucoup en chirurgie cardiaque pédiatrique, où maintenant ils anticipent de plus en plus les reconstructions qu'ils vont faire. C'est des choses qu'on voit émerger progressivement. Et puis ça, ce qu'on appelle la réalité augmentée. Le fait de prendre les images qui existent, les images de quoi? De radiologie, de les traiter et de les faire superposer à ce que notre propre œil peut voir. Soit en utilisant des tablettes, soit en utilisant des lunettes, que ce soit en imagerie ouverte ou que ce soit en imagerie fermée. Je vous montre un exemple. Ça, c'est une vue que vous connaissez bien mieux que moi, une vue laparoscopique. Et dans ce foie, il y a une tumeur qu'on veut enlever. Alors on a l'échographe, on a la capacité de faire tout ça. On peut aussi faire ça. On peut prendre le scanner, on peut extraire les données scanographiques et reconstruire en 3D le modèle de ce foie, localiser l'ensemble des tumeurs. Et puis on peut utiliser des logiciels qui vont utiliser les repères anatomiques que voit le chirurgien pendant la célioscopie pour implanter sur ça les données anatomiques. Et puis ce modèle-là, on va le transférer sur l'image célioscopique pendant l'intervention. Et une fois que ce modèle est en place, le point rouge c'est la tumeur, les logiciels, les algorithmes qui sont à notre disposition sont capables d'intégrer la déformabilité du foie. Et voilà ce que ça donne. On voit la pince qui tire, la déformation du modèle, et on voit très bien comment les vaisseaux à l'intérieur se déplacent et comment la tumeur se déplace. Qui prédit les difficultés chirurgicales là? Le chirurgien? Ou le chirurgien plus l'ensemble des capacités technologiques qui sont extraites de l'imagerie? Et donc, finalement, pour conclure, vous voyez qu'à partir toujours du même matériau de base, qui est une imagerie de grande qualité, qu'on doit pouvoir vous fournir, on peut la traiter, on peut en extraire des tas de choses, de l'imprimante 3D, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, peu importe. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que traiter de différentes manières le même matériau brut, qui est celui que nous produisons et nous vous fournissons. Et à la fin, tout tourne autour de l'intégration complexe dans un bloc opératoire de ces technologies
que le chirurgien doit connaître, dont il est bien obligé de prendre connaissance et de se familiariser. S'il est capable de les maîtriser, c'est bien, mais il ne sera pas toujours capable de tout maîtriser. C'est pas non plus totalement son travail, ça. Il a beaucoup de choses à faire déjà. Donc, je repose ma question. Qui est le mieux placé pour parler de son activité? Pour la chirurgie, on a réglé le problème, c'est le chirurgien. Mais pour les données d'imagerie, c'est le chirurgien? Probablement pas complètement, ou pas seulement. Et donc, si je réponds à la question en essayant d'être un peu moins peut-être dichotomique que vous attendiez de ma part, je dirais que ça n'est pas le chirurgien, parce que le chirurgien, ça n'existe pas. Pas plus que l'individu. C'est une fiction. C'est une abstraction philosophique utile, mais ça n'existe pas. Le chirurgien. Le chirurgien, c'est quelque chose qui évolue dans un milieu complexe, de plus en plus complexe, de plus en plus intégré, et c'est une forme particulière d'intelligence qui évolue là-dedans. Qui répond le mieux pour prédire les difficultés? Eh bien, ça va être celles, celles qui sauront acquérir, produire, traiter, partager et intégrer cette masse considérable de données qu'on a extraites de façon non invasive du patient et en particulier des données d'imagerie. Alors, est-ce que c'est le radiologue ou le radiologue expert qui est capable de mieux prédire les difficultés chirurgicales? Non, pas plus. Ça n'existe pas, le radiologue, ni le radiologue expert. Probablement que la réponse, c'est ça. C'est le dialogue intelligent et le fait que le radiologue expert soit un très bon connaisseur, au moins théorique, des enjeux de la chirurgie et que le chirurgien soit un très bon connaisseur, au moins pratique, des réalités de l'imagerie. Et je voudrais finir sur un proverbe africain que j'aime beaucoup et que je donne souvent à mes internes, c'est « Tout seul, on va plus vite ». Mais ensemble, on va plus loin. Et je vous remercie pour votre attention. On avait dit qu'on ferait après, non? On fait des questions après? Oui. Ouais, en groupé? Oui, en groupe. En groupe, non, à moins que T'as peur tu vas t'en souvenir? Je vais m'en souvenir, mais la question est tout à fait adaptée. D'abord, je vous félicite. Vous avez fait un exposé de philosophie qui vous vaudra une très bonne note dans une école de préparatoire ou grandes écoles, dans une prépa. C'est un peu tard pour moi, mais... Vous avez fait un exposé magnifique en oubliant un mot, le mot expérience. Et c'était évident dans la liste des études multicentriques que vous avez montrées. Tous les chirurgiens que je connais, ils étaient tous très expérimentés. Et à mon avis, c'est l'expérience dans l'analyse de toutes les données que vous avez faites, elle est fondamentale pour apprécier le futur. Absolument. Je suis complètement d'accord. On reste là après pour... Je m'assois, je reviens. Ouais, je reviens.